Le garçon de 8 ans s'est arrêté à quelques pas de la Rolls-Royce noire. La neige recouvrait la rue. Le vent de Chicago vous glaçait jusqu'aux os, mais il restait ferme, sans reculer d'un pouce. À l'intérieur de la voiture, un homme était assis en silence. Son regard était plus froid que l'hiver au dehors. Toute la ville l'appelait le roi de l'hiver. Personne n'osait le regarder dans les yeux. Personne n'osait s'approcher. Mais ce garçon était différent. Vous nous observez depuis 5 jours. Sa voix était faible, mais assurée. Chaque mot était clair. Si vous comptez nous aider, faites-le maintenant. Ma mère est là-bas. Il a jeté un regard vers le trottoir enneigé. Là, une femme était agenouillée au milieu d'affaires éparpillées, essayant de rassembler les derniers morceaux de ce qui avait été sa vie. Harrison Cade a regardé le garçon, puis la femme, puis de nouveau le garçon. Il n'a rien dit, mais il a ouvert la portière de la voiture, et à partir de ce moment, leurs 3 vies ont pris un tournant complètement différent. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, mettez un j'aime et partagez cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Harrison Cade est sorti de la Rolls-Royce, ses chaussures en cuir noir s'enfonçant dans le manteau de neige blanche. Derrière lui, Julius Crawford le suivait en silence. Il gardait juste assez de distance pour paraître comme une ombre loyale. Personne n'a donné d'ordre et personne n'avait besoin de parler. Après 15 ans, Julius comprenait son employeur mieux que quiconque. À environ 20 mètres de là, devant la porte d'une pension délabrée à la peinture écaillée, Victor Sloan se tenait les bras croisés sur la poitrine. Il était le propriétaire de cette rangée de chambres bon marché, un homme qui s'était enrichi en écrasant les gens qui n'avaient plus d'autre choix. Son ventre gonflait sous un manteau de mauvaise qualité, et son visage était rouge à cause de l'alcool et du plaisir. 2 des serviteurs de Victor sortaient les objets de la chambre, un par un. Ils n'étaient pas brutaux, mais il n'y avait pas non plus la moindre trace de pitié en eux. Chaque vieille valise, chaque sac de vêtements, chaque boîte d'effets personnels était déposée sur le trottoir enneigé, comme s'il ne s'agissait que de déchets. Chaque objet qui atterrissait là était un morceau de la vie de quelqu'un, exposé à la vue de tous. Victor a levé le menton et sa voix a résonné dans la rue vide, dans la nuit enneigée. Voilà ce qui arrive aux gens qui ne connaissent pas leur place. Ashlyn Mercer était agenouillée au milieu de ses affaires éparpillées. Ses mains nues étaient rouges de froid alors qu'elle essayait de rassembler ce qui restait. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'a pas répondu. Victor a fait quelques pas de plus, son ombre s'étirant sur la neige. Ton mari t'a abandonné et toute la ville sait que tu es une menteuse. Qui d'autre voudrait te louer un logement maintenant? Quelques passants ont commencé à ralentir. Un jeune couple se tenait de l'autre côté de la rue, chuchotant entre eux. Un jeune homme avec un bonnet en tricot a sorti son téléphone. Et l'écran s'est allumé dans l'obscurité. Personne ne s'est avancé pour aider. Personne n'a dit un mot. Ils se tenaient là comme le public d'une pièce de théâtre, regardant le personnage principal se faire démolir morceau par morceau. Mais Ashlyn ne pleurait toujours pas. Elle a ramassé un vieux pull, l'a débarrassé de la neige, puis l'a plié soigneusement. Ses mouvements étaient lents, d'un calme presque irréel. C'était comme si elle était dans la chaleur de sa propre chambre, et non dans une rue glaciale avec des dizaines d'yeux fixés sur elle. Sa main s'est arrêtée lorsqu'elle a touché un vieil ours en peluche. Sa fourrure était usée, et l'un de ses yeux était un peu lâche. Mais Ashlyn l'a serré contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. C'était l'ours de Miles. C'était le cadeau que son grand-père lui avait fait avant de mourir. Elle ne le laisserait pas toucher la neige. À quelques mètres de là, Miles se tenait tranquillement à portée de vue de sa mère. Le garçon de 8 ans ne pleurait pas, ne criait pas, ne courait pas pour serrer sa mère dans ses bras comme d'autres enfants l'auraient probablement fait. Il se tenait simplement là, ses yeux d'un bleu océan profond observant tout avec un calme troublant. Il a regardé Victor. Il a regardé les gens qui filmaient. Il a regardé chaque visage et il s'en est souvenu. Harrison se tenait à environ 15 mètres, assez loin pour ne pas attirer l'attention, assez près pour voir chaque détail clairement. Julius se tenait à côté de lui, silencieux, attendant. Il observait cette femme depuis 5 jours. Il savait qu'elle avait eu un mari, une maison et un travail stable. Il savait que tout lui avait été enlevé en moins d'1 mois. Il savait que le monde entier lui tournait le dos, mais il ne l'avait jamais vu pleurer. Pas une seule fois. Victor a éclaté de rire et le son horrible a résonné dans la nuit silencieuse. « Regarde-toi.
N'es-tu pas pathétique? Tu pensais qu'épouser un mari riche changerait ta vie. Mais il s'avère que tu n'étais qu'une marionnette dont il s'est lassé et qu'il a jeté. Ashlyn n'a toujours pas levé la tête. Elle continuait à rassembler ses affaires, à plier, à ranger. Et c'était comme si les mots de Victor n'étaient que du vent qui passait, comme si sa dignité était quelque chose que personne ne pouvait toucher. Peu importe leurs efforts, Harrison a senti quelque chose s'agiter dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis de nombreuses années. Du respect. Finalement, Victor s'est lassé de son propre jeu. Il s'est retourné et est rentré à l'intérieur, et la porte s'est refermée derrière lui. Ses serviteurs ont également disparu. La foule qui s'était rassemblée pour assister au spectacle s'est lentement dispersée, emportant avec elle les vidéos qu'elle venait d'enregistrer pour les publier sur les réseaux sociaux. Seuls Ashlyn, Miles et le tas d'affaires sur la neige sont restés, et Harrison Cade était toujours là. Ashlyn a placé l'ours en peluche dans une valise et a fermé la fermeture éclair avec soin. Puis, comme si elle sentait le regard de quelqu'un sur elle, elle a levé les yeux. Pour la première fois, ses yeux gris-bleus ont rencontré les yeux gris acier de l'inconnu. Il était grand, sa posture droite et rigide, comme s'il avait été taillé dans la pierre. Son costume 3 pièces noires lui allait parfaitement. Pas un seul pli en vue, même si la neige continuait de tomber. Son visage était taillé au couteau, avec une légère cicatrice allant de sa tempe à sa pommette. Et ses yeux, froids comme un lac gelé, la regardaient avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ashlyn ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas qu'il l'observait depuis 5 jours. Elle ne savait pas que son fils lui avait parlé quelques minutes plus tôt. Mais au moment où leurs regards se sont croisés à travers le voile de neige blanche, Ashlyn a ressenti quelque chose, un faible instinct, comme si la roue du destin venait de commencer à tourner. Sa vie était sur le point de changer. Elle ne savait juste pas encore à quel point. Harrison Cade s'est avancé vers la femme agenouillée dans la neige. Chacun de ses pas était assuré, sans hâte, mais sans hésitation. Julius le suivait silencieusement, gardant juste assez de distance pour être prêt sans créer de pression. La neige continuait de tomber, poudrant les épaules du costume noir de Harrison de traînée blanche, mais il n'a pas pris la peine de l'enlever. Ashlyn a entendu des pas crisser sur la neige. Elle a levé les yeux, et au moment où elle a vu l'inconnu marcher vers elle, un instinct maternel s'est immédiatement éveillé. Elle s'est relevée, a attrapé Miles par le poignet et a tiré le garçon derrière elle. Même si ses jambes tremblaient de froid, même si son corps était épuisé après tant de jours sans sommeil suffisant, elle se tenait toujours droite, ses yeux gris-bleus fixés sur l'homme inconnu avec une prudence évidente. « Qui êtes-vous? » La voix d'Ashlyn était rauque à cause du froid, mais elle n'a pas vacillé. « Que nous voulez-vous? » Harrison s'est arrêté à environ 2 mètres d'elle, assez près pour parler, assez loin pour ne pas menacer. Il a observé la façon dont elle se tenait devant son fils comme un bouclier. Il a regardé ses épaules étroites qui se forçaient à rester droites. Il a regardé son regard qui ne portait aucune trace de supplication ou de peur. Puis il a regardé le garçon derrière elle. Ses yeux bleus clairs l'étudiaient toujours avec un calme troublant, comme s'il jaugeait un adversaire sur un échiquier. « Votre fils est très courageux », a finalement dit Harrison, sa voix basse et égale comme des pierres roulant sur du gravier. « Il m'a dit que je vous observais depuis 5 jours. » Il avait raison. Ashlyn est restée immobile une fraction de seconde. Elle a jeté un coup d'œil à Miles et le garçon a fait un léger signe de tête pour confirmer. Elle n'a pas demandé à son fils quand il avait parlé à cet homme. Elle n'a pas demandé pourquoi il ne le lui avait pas dit. Ces questions pouvaient attendre. Pour l'instant, elle devait connaître le but de l'homme qui se tenait devant elle. « Alors, pourquoi nous observiez-vous » a-t-elle demandé directement, sans aucune tentative d'adoucir ses propos. Harrison a légèrement incliné la tête comme si la question l'intéressait. « Pour voir si vous valiez mon temps. » Ashlyn a cligné des yeux. Elle s'était préparée à de nombreuses réponses possibles. Peut-être était-il un usurier venu recouvrer une des dettes de son ancien mari. Peut-être était-il un charognard de la presse espérant exploiter son histoire. Peut-être était-il un homme tordu qui aimait regarder les autres souffrir. Mais cette réponse, elle ne s'y attendait pas. Elle a laissé échapper un rire court, sec et cassant dans la nuit glaciale. « Je n'ai pas besoin de pitié. »« Bien, » a répondu Harrison sans la moindre pause. « Parce que je n'ai pas ça à offrir à qui que ce soit. » Ils se sont regardés tandis que la neige tombait entre eux comme un fin rideau blanc. Aucun d'eux n'a cédé de terrain.
Aucun n'a baissé le regard. Julius se tenait derrière Harrison, observant l'échange avec une curiosité tranquille. En 15 ans, aux côtés de Harrison Cade, il n'avait jamais vu son employeur parler aussi longtemps à quelqu'un, surtout pas à une femme qui n'avait entre les mains qu'un tas d'affaires sur la neige. Harrison a mis la main dans son manteau, en a sorti une carte de visite, puis l'a tendue à Ashlyn. J'ai un appartement vide dans le nord de la ville. Il est propre, sûr et assez grand pour 2 personnes. J'ai aussi un travail qui vous conviendrait dans l'un de mes hôtels. Ashlyn ne l'a pas prise. Elle a fixé la carte comme si c'était un serpent venimeux. Que faites-vous? Je fais une offre. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes, et vous pensez que je suis censé faire confiance à un inconnu qui apparaît au milieu d'une nuit enneigée et m'offre quelque chose d'aussi bien, sans rien demander en retour? Harrison l'a regardé, et ses yeux n'ont pas bougé du tout. Je n'ai pas dit que c'était de la charité, a-t-il répondu. C'est un arrangement. Vous travaillez et vous êtes payé. Vous restez dans l'appartement et le loyer est déduit de votre salaire. Rien n'est gratuit. Rien ne vous lie. Quand vous voudrez partir, vous partirez. Ashlyn est restée silencieuse. Elle a baissé les yeux sur les affaires éparpillées sur la neige, sur ce qui restait de sa vie. Puis elle a senti la petite main de Miles se resserrer doucement sur l'arrière de son manteau. Le garçon n'a pas dit un mot, mais elle savait qu'il avait froid. À un moment donné, ses lèvres étaient déjà devenues violettes. Il les pouvait refuser. Elle pouvait s'accrocher à sa fierté, marcher dans la nuit enneigée et trouver un coin pour survivre jusqu'au matin. Elle avait fait des choses plus difficiles que ça auparavant. Mais elle n'était pas boule. Ashlyn a pris une profonde inspiration qui s'est échappée dans un nuage blanc dans l'air glacial. Puis elle a tendu la main et a pris la carte de visite. « Je rembourserai chaque centime », a-t-elle dit, sa voix froide et claire comme de l'acier. « Je ne dois rien à personne, pas même à vous. » Harrison l'a regardé un instant de plus, puis un coin de sa bouche a légèrement bougé. Un mouvement si petit qu'il était presque invisible. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais ce n'était plus non plus une froideur totale. « Je m'en souviendrai », a-t-il dit. Il s'est retourné et est reparti vers la Rolls-Royce qui attendait à proximité, avec Julius le suivant en silence. La neige continuait de tomber, couvrant leurs empreintes presque aussitôt. Ashlyn était restée là à les regarder partir, la carte de visite à la main. Dessus, il n'y avait qu'un nom et un numéro de téléphone. Harrison Cade. Pas de titre, pas de nom d'entreprise, pas d'adresse. Comme si ce nom seul suffisait à tout dire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était la première fois depuis de nombreuses années que quelqu'un faisait s'arrêter Harrison Cade, le faisait prêter attention et le rendait curieux. Et dans son monde, l'attention de Harrison Cade n'était jamais une chose simple. 6 mois plus tôt, la vie d'Ashlyn Mercer était le genre de tableau parfait que n'importe qui envierait. Elle travaillait comme comptable chez Mercer et Associés, l'entreprise que son père avait laissée derrière lui avant sa mort 12 ans plus tôt. Son mari, Grant Holloway, était le directeur financier de l'entreprise. Un bel homme aux cheveux blonds dorés, au sourire charmant et à l'aisance naturelle qui inspirait confiance aux gens en quelques minutes. Leur fils, Miles, était un garçon de 8 ans, intelligent et calme, un enfant qui préférait les livres aux jeux bruyants avec d'autres enfants. Chaque matin, Ashlyn se réveillait dans une maison chaleureuse, préparait le petit déjeuner pour sa famille, emmenait Miles à l'école, puis allait au bureau pour travailler. Sa vie était si paisible qu'elle croyait qu'elle durerait éternellement. Mais la paix n'avait été que le masque porté par la tempête qui se cachait dans le dessous. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Ashlyn était assise dans son bureau, examinant les rapports financiers trimestriels, lorsque la porte s'est ouverte brusquement. 3 hommes en costume gris sont entrés, leur visage froid comme de la pierre, des maillettes épaisses à la main. Derrière eux se tenaient 2 agents de sécurité de l'immeuble, et plus loin, elle a vu Grant dans le couloir, le visage pâle comme s'il venait de recevoir une terrible nouvelle. « Mademoiselle Ashlyn Mercer ?» a demandé l'homme de devant, sa voix totalement dépourvue d'émotion. « Oui, c'est moi. Nous sommes de l'Agence fédérale d'investigation financière. Vous êtes accusé d'avoir transféré 2 millions de dollars hors de l'entreprise sans autorisation au cours des 18 derniers mois. » Ashlyn a cru avoir mal entendu. Elle s'est levée si vite que sa chaise de bureau a roulé en arrière et a heurté le mur. « Quoi? C'est une erreur. Je n'ai pas fait ça. » L'homme n'a pas répondu.
Il a simplement ouvert sa maillette et a posé les documents sur son bureau, un par un. Des ordres de virement, des confirmations de transactions, des relevés bancaires, et sur chaque feuille de papier, il y avait une chose qui a frappé Ashlyn comme un coup en plein cœur. Sa signature claire, nette, indubitable. Mais elle n'avait signé aucun de ces documents. Elle ne les avait jamais vus de sa vie. Je n'ai pas signé ça. Sa voix tremblait. Quelqu'un a imité ma signature. Personne ne l'a cru. Grant est entré dans le bureau, son visage un portrait parfait de douleur et de déception. Il a regardé Ashlyn avec des yeux rougis, comme s'il luttait pour ne pas pleurer. « Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça à ta famille, » a dit Grant, la voix chargée d'émotion. « À l'entreprise de ton père, à nous. » Ashlyn a regardé son mari et son cœur a eu l'impression de se déchirer. Elle voulait courir vers lui, voulait qu'il la croie, voulait qu'il soit à ses côtés. Mais quelque chose l'a arrêté. C'étaient les yeux de Grant. Oui, ils étaient rouges. Oui, ils semblaient pleins de douleur. Mais au fond d'eux, il y avait autre chose. Quelque chose de froid et de distant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les semaines qui ont suivi sont devenues une descente aux enfers. L'entreprise a été gelée pour l'enquête. Ashlyn a été suspendue de son poste. La nouvelle s'est répandue et elle est devenue le centre de toutes les conversations chuchotées. Les gens la regardaient comme on regarde un traître. Quelqu'un qui avait volé de l'argent à l'entreprise même que son père avait laissé derrière lui. Nina Castellan, la meilleure amie d'Ashlyn depuis l'université, est apparue pendant ses jours les plus sombres. Elle venait voir Ashlyn tous les jours, apportant de la nourriture et des mots de réconfort. « Je te crois, » a dit Nina, sa main serrant fermement celle d'Ashlyn. « Je serai toujours là pour toi. » Ashlyn a serré son amie dans ses bras et a pleuré, sans jamais savoir que Nina avait une liaison secrète avec Grant depuis 2 ans. Sans jamais savoir que Nina était la personne même qui avait aidé Grant à accéder à toutes ses informations personnelles, y compris des échantillons de sa signature. 2 semaines après le début de l'enquête, Grant a demandé le divorce. La raison qu'il a donnée était simple et impitoyable. « Ma femme fait l'objet d'une enquête pour fraude financière. Je dois protéger mon fils d'un environnement malsain. » Il a exigé la garde de Miles, a exigé un partage des biens, a exigé tout ce qui restait de leur mariage de 10 ans. À l'intérieur de la maison qui se vidait lentement, Miles était assis dans sa chambre avec la porte légèrement ouverte. Le garçon de 8 ans ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il entendait. Il entendait sa mère pleurer la nuit. Il entendait les appels téléphoniques de son père. Il entendait la façon dont la voix de son père changeait chaque fois qu'il parlait à quelqu'un qui n'était pas sa mère. Il entendait les rires doux et intimes. Et une nuit, alors que Miles regardait secrètement par la fente étroite de la porte du bureau de son père, il a vu Grant assis seul, regardant son téléphone et souriant. Ce n'était pas le sourire d'un homme dévasté par la trahison de sa femme. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de gagner une très grosse partie. À partir de cette nuit-là, Miles a commencé à écrire des choses. Il a pris un petit carnet et, avec l'écriture maladroite d'un enfant, il a noté ce qu'il entendait et ce qu'il voyait. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas si ces petites lignes tordues signifiaient quoi que ce soit. Il savait seulement que quelque chose n'allait pas et qu'il devait s'en souvenir. Ashlyn a tout perdu en 30 jours. Elle a perdu l'entreprise. Elle a perdu sa maison. Elle a perdu son mari. Elle a aussi failli perdre son fils. Mais elle ne connaissait pas le pire. Elle ne savait pas que cette tragédie n'était pas un accident. Elle avait été planifiée 10 ans plus tôt, depuis le jour même où Grant Holloway était apparu comme par hasard à cet événement caritatif, s'était présenté à elle comme par hasard, était tombé amoureux d'elle comme par hasard. Rien de tout cela n'avait été une coïncidence. Grant savait exactement qui elle était, la fille de Raymond Mercer, et il avait besoin de ce que son père avait laissé derrière lui, la chose que personne n'avait pu trouver jusqu'à ce jour. Grant avait utilisé sa position de directeur financier pour dissimuler ses transactions pendant des années, attendant le moment parfait pour faire porter le chapeau à Ashlyn. L'appartement que Harrison avait arrangé se trouvait au 3e étage d'un immeuble ancien mais propre, dans un quartier calme à environ 21 minutes en voiture du centre-ville de Chicago. Il n'était pas spacieux et il n'était pas luxueux, mais il avait 2 chambres, une petite cuisine et, surtout, un système de chauffage qui fonctionnait bien. Quand Ashlyn est entrée pour la première fois, elle est restée un long moment au milieu du salon, regardant les murs blancs impeccables et les rideaux neufs aux fenêtres. Ce n'était pas sa maison.
C'était un abri temporaire. Mais après des nuits passées à grelotter dans une vieille voiture et à se cacher dans les coins sombres de la ville, cela ressemblait au paradis. Martha vivait dans l'appartement d'en face. Une femme de 65 ans aux cheveux blancs comme la neige et aux yeux bienveillants. Elle était veuve depuis 10 ans. Ses enfants vivaient tout loin et elle a accepté avec plaisir de garder Miles chaque fois qu'Ashlyn allait travailler. C'est un si bon garçon, a-t-elle dit à Ashlyn le deuxième jour. Il n'est pas bruyant comme les autres enfants. Il s'assoit simplement, lit des livres et écrit dans son petit carnet. Ashlyn l'a remercié, le cœur plus léger car au moins son fils avait quelqu'un pour s'occuper de lui quand elle n'était pas à la maison. Le travail à l'hôtel commençait à 10 heures du soir et se terminait à 6 heures du matin. Le Grandview Hotel était l'un des hôtels 5 étoiles les plus célèbres de Chicago, avec un hall en marbre et des lustres en cristal suspendus au-dessus comme des étoiles. Ashlyn ne savait pas que l'hôtel appartenait à Cade Holdings. Elle n'avait pas besoin de le savoir. Elle avait seulement besoin de savoir que chaque nuit, elle devait nettoyer 25 chambres, changer les draps, laver les sols, récurer les salles de bain et s'assurer que tout était parfait avant la fin de son service. Le travail était épuisant, mais Ashlyn ne se plaignait pas. Chaque dollar qu'elle gagnait la rapprochait un peu plus du remboursement de Harrison Cade et de la reconquête de sa liberté. L'incident s'est produit la 3e semaine. Ashlyn poussait son chariot de ménage dans le couloir du 15e étage, celui réservé aux clients VIP, lorsque la porte d'une des chambres s'est soudainement ouverte. Un homme est sorti, un téléphone collé à l'oreille, sa voix tonitruante résonnant dans tout le couloir. Il ne regardait pas où il allait, et Ashlyn n'a pas eu le temps de réagir. Le chariot l'a heurté et une bouteille d'eau sur le chariot s'est renversée, éclaboussant les chaussures en cuir poli du client. L'homme s'est arrêté, a baissé les yeux sur ses chaussures mouillées, puis a levé la tête et a fixé Ashlyn avec une expression assez chaude pour la transpercer. « Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? » Ashlyn a immédiatement baissé la tête. « Je suis désolé, monsieur. Je vais nettoyer ça tout de suite. » Elle s'est agenouillée et a attrapé une serviette du chariot, s'apprêtant à essuyer ses chaussures, mais le client lui a donné un léger coup de débat dans la main et a fait tomber la serviette. « Ne me touchez pas. Faites monter le directeur tout de suite. » Le directeur de nuit est apparu en moins de 3 minutes. C'était un homme d'âge moyen au visage toujours tendu et qui avait l'habitude de se frotter les mains comme s'il essayait de laver quelque chose d'invisible. Au moment où il a vu le client VIP debout avec des chaussures mouillées et un visage en colère, sa propre couleur s'est envolée. « Monsieur Reynolds, je suis profondément désolé pour cet incident. » Le directeur s'est tourné vers Ashlyn, sa voix aussi froide que la glace. « Avez-vous la moindre idée de qui il s'agit? Savez-vous que Monsieur Reynolds est notre client le plus important? Voulez-vous perdre votre emploi? » Ashlyn est restée là, la tête baissée, sans dire un mot. Elle aurait pu expliquer que le client était sorti trop soudainement. Elle aurait pu dire que c'était un accident. Mais elle ne l'a pas fait. Elle avait appris que les gens comme elle n'avaient pas le droit de s'expliquer. À leurs yeux, elle n'était qu'une femme de ménage sans nom, quelqu'un qu'ils pouvaient gronder, humilier et renvoyer quand bon leur semblait. « Je suis désolé. » C'est tout ce qu'elle a dit. Le directeur a continué à la réprimander pendant plusieurs minutes, assez longtemps pour que la colère du client VIP se calme avant qu'il ne retourne dans sa chambre. Quand le couloir est finalement redevenu silencieux, Ashlyn est restée seule à côté du chariot de ménage, ses mains agrippant le cadre métallique si fort que ses jointures sont devenues blanches. Elle n'a pas pleuré. Elle ne se permettrait pas de pleurer. Elle a pensé à Miles qui dormait dans l'appartement chaud. Elle a pensé au sourire de son fils chaque matin quand elle rentrait de son service. Elle a pensé à l'avenir qu'elle essayait de construire brique par brique. Puis elle a pris une profonde inspiration, a poussé le chariot vers la chambre suivante et a continué son travail comme si de rien n'était. Au dernier étage de l'hôtel, dans une salle de surveillance que très peu de gens connaissaient même, Harrison Cade était assis devant un mur d'écran affichant des images de centaines de caméras de sécurité. Il avait tout vu. Il avait vu la façon dont Ashlyn avait baissé la tête et enduré l'humiliation sans un seul mot de défense. Il avait vu la façon dont elle était restée seule dans le couloir vide, agrippant le chariot comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Il avait vu la façon dont elle avait respiré, s'était ressaisie et était retournée au travail comme une machine qui ne se fatiguait jamais. Il a pris le téléphone et a composé un numéro.
Transférez-la au service administratif à partir de demain, a-t-il dit d'une voix froide et sèche. Aucune explication n'est nécessaire. Faites-le. C'est tout. À l'autre bout du fil, le directeur de nuit a balbutié sa confirmation. Le lendemain, quand Ashlyn est arrivée au travail, on l'a informée qu'elle avait été transférée au service administratif avec un salaire plus élevé et des horaires de jour. Elle n'a pas compris pourquoi. Elle n'a pas posé de questions. Elle savait seulement que c'était une chance de donner à Miles une vie meilleure et elle n'allait pas la gâcher. Le petit appartement est progressivement devenu familier pour Ashlyn et son fils. Ce n'était plus seulement un refuge temporaire. Petit à petit, il a commencé à porter la chaleur d'un vrai foyer. Ashlyn a acheté un petit tapis bleu pour le salon, a accroché quelques tableaux bon marché au mur et a placé une plante verte en pot près de la fenêtre. Miles avait son propre coin dans la plus petite chambre, avec un vieux bureau qu'Ashlyn avait trouvé dans un marché d'occasion et plusieurs de ses livres préférés bien rangés sur une étagère. Ce n'était pas la vie luxueuse qu'il avait connue, mais Miles ne se plaignait pas. Le garçon de 8 ans semblait comprendre que parfois, les choses les plus importantes n'étaient pas celles que l'argent pouvait acheter. Cette nuit-là, Ashlyn a travaillé tard pour remplacer un collègue malade. Martha est venue garder Miles comme d'habitude, apportant une assiette de biscuits faite maison et un épais roman policier. Elle s'est assise sur le canapé avec ses lunettes de lecture, tournant les pages sous la chaude lumière jaune de la lampe. Vers 10 heures, le livre lui a glissé des mains et le son de son léger ronflement a commencé à remplir la pièce silencieuse. Miles était allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Il ne pouvait pas dormir. Les nuits comme celle-ci, quand sa mère n'était pas à la maison, il restait souvent éveillé à penser à tout ce qui s'était passé. À la vieille maison avec le jardin à l'arrière, au son du rire de sa mère avant que tout ne s'effondre, à son père, l'homme que Miles avait autrefois cru être un héros, mais dont il n'était plus si sûr. Il s'est assis et a attrapé le vieil ours en peluche posé sur son oreiller. Sa fourrure était très usée, un œil était légèrement lâche, et son nez en plastique s'était décoloré avec le temps. Mais Miles n'avait jamais accepté de le remplacer par un nouvel ours. C'était le cadeau que son grand-père Raymond lui avait fait pour son 5e anniversaire, quelques mois seulement avant sa mort. Miles se souvenait encore de ce jour. Son grand-père avait placé l'ours dans ses mains. Ses yeux avaient été chaleureux, mais il y avait eu autre chose en eux aussi. Une trace d'inquiétude qu'un enfant de 5 ans ne pouvait pas comprendre. « Garde-le en sécurité. »« D'accord, » avait dit son grand-père, sa voix douce mais sérieuse. « Un jour, tu comprendras. » Miles n'avait pas compris. Pendant 3 ans, il n'avait toujours pas compris pourquoi son grand-père avait dit ça. Ce n'était qu'un ours en peluche ordinaire, n'est-ce pas? Il l'a serré contre sa poitrine, ses doigts caressant distraitement la fourrure douce. Puis sa main s'est arrêtée sur le dos de l'ours. Quelque chose semblait étrange. Il y avait une couture le long de la colonne vertébrale de l'ours, mais elle ne ressemblait pas aux autres coutures de son corps. Celle-ci était régulière, cousue avec du fil marron clair, clairement faite à la machine. Mais cette couture avait été faite avec du fil noir et les points étaient inégaux, comme s'ils avaient été faits à la main. L'instinct curieux d'un enfant s'est immédiatement éveillé. Miles s'est redressé et a allumé la lampe de bureau. Il a de nouveau étudié la couture, s'assurant qu'il ne se trompait pas. Puis il est sorti du lit et a pris la petite paire de ciseaux de sa trousse. Il a hésité un instant. C'était le cadeau de son grand-père. Il ne voulait pas l'abîmer, mais les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit. Un jour, tu comprendras. Peut-être que ce jour était aujourd'hui. Miles a soigneusement coupé chaque point, se déplaçant lentement et patiemment. Quand le dernier point s'est défait, il a glissé sa main dans le rembourrage blanc à l'intérieur. Ses doigts ont touché quelque chose de dur et de froid. Il a sorti une petite clé USB noire et un morceau de papier plié. Le cœur de Miles a commencé à battre plus vite. Il a mis la clé USB de côté et a déplié le papier. L'écriture familière de son grand-père est apparue sous la lumière jaune. Pour ma fille, au moment où tu liras ceci, je ne serai peut-être plus avec toi. Je suis désolé. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, des dangers dont je ne peux pas parler. Mais j'ai tout préparé. Trouve Harrison Cade, il saura quoi faire. Je t'aime, ma fille. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger, Raymond Mercer. Miles a lu la note 3 fois. Il ne comprenait pas tout le sens de ces lignes. Quel danger?
Une protection contre quoi? Mais il y avait une chose qu'il comprenait clairement. Le nom. Harrison Cade. L'homme dans la Rolls-Royce noire. L'homme qui s'était tenu dans la neige en regardant sa mère. L'homme qui leur avait donné cet appartement et trouvé du travail pour sa mère. Son grand-père le connaissait. Miles est resté assis là pendant un long moment, tenant toujours la note et la clé USB. Il a pensé à appeler sa mère tout de suite, à tout lui dire d'un coup. Mais ensuite, il s'est arrêté. Sa mère s'épuisait déjà au travail pour s'occuper d'eux deux. Elle était déjà trop fatiguée, trop accablée. Il ne voulait pas lui imposer quoi que ce soit de plus, du moins pas encore. Il a soigneusement replié la note et l'a placée avec la clé USB dans la trousse sur son bureau, puis a bien fermé le couvercle. Après cela, il a remis le coton dans l'ours et a utilisé une aiguille et du fil de la boîte à couture de sa mère pour refermer la couture d'une manière maladroite mais soignée. Quand il a eu fini, il a replacé l'ours en tête de lit comme si de rien n'était. Il attendrait le bon moment. Il attendrait de savoir avec certitude ce qu'il devait faire de ce secret. Miles a éteint la lampe et s'est recouché, mais ses yeux sont restés ouverts. Il a regardé vers la fenêtre, où la neige tombait encore doucement dans la nuit silencieuse de Chicago. La lumière des lampadaires entrait dans la pièce, projetant des ombres pâles et mouvantes sur le mur. Pour la première fois de sa courte vie de 8 ans, Miles a senti qu'il tenait quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. Il ne savait juste pas encore à quel point ce changement serait grand. Le bureau de Harrison Cade se trouvait au dernier étage de l'immeuble Cade Holdings, où les lumières de Chicago s'étendaient sous lui chaque nuit comme un tapis de diamants. La pièce était batte, conçue dans un style épuré et minimaliste, avec des murs en verre du sol au plafond et un immense bureau en chêne noire placé au centre. C'est là que des décisions valant des millions de dollars étaient prises. C'est là que les jeux d'affaires et de pouvoir étaient calculés, un coup à la fois. Julius se tenait devant le bureau, un mince dossier à la main. Elle travaille dur, a rapporté Julius, sa voix égale. Elle n'est jamais en retard, ne se plaint jamais. Ses collègues l'apprécient beaucoup. Le directeur administratif dit qu'elle apprend vite. Harrison a hoché la tête, les yeux toujours fixés sur la fenêtre. J'ai suggéré d'offrir une aide supplémentaire pour le loyer de ce mois-ci, car l'appartement a besoin de réparations sur le système d'eau chaude. Julius a continué. Elle a refusé, a dit qu'elle paierait d'elle-même. Quelque chose a traversé les yeux de Harrison, trop rapidement pour que Julius puisse le voir. Il s'est retourné, est revenu au bureau et a ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur, parmi des documents importants et quelques objets personnels, se trouvait une vieille photographie jaunie par le temps. Harrison l'a prise. Sur la photo, un jeune homme de 18 ans aux cheveux noirs épais et aux yeux pas encore endurcis par la vie, se tenait à côté de deux hommes plus âgés. L'un était son père, Marcus Cade, grand et imposant. L'autre était Raymond Mercer, le chef comptable de la famille, arborant un sourire doux et le genre de regard intelligent qui ne manquait pas grand-chose. 15 ans plus tôt, Harrison Cade avait été un riche garçon imprudent qui croyait que l'argent et le pouvoir de son père pouvaient le protéger de toutes les conséquences. Puis une nuit, il a pris de la mauvaise décision et s'est retrouvé mêlé à une affaire louche avec des hommes auxquels il n'aurait jamais dû faire confiance. Quand tout s'est effondré, c'est Raymond Mercer qui a risqué sa vie pour le sortir de ce pétrin. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas exigé de remboursement. Il a seulement regardé le jeune homme tremblant et a dit une seule phrase. « Tu es encore jeune. Vis d'une manière qui en soit digne. » 3 ans plus tard, Raymond a été faussement accusé d'avoir trahi la famille Cade. Puis il est mort dans un accident de voiture que la police a jugé causé par des routes glissantes. Le père de Harrison n'a jamais cru à cette conclusion, mais il n'a jamais trouvé les preuves pour prouver le contraire. Avant de mourir de maladie 5 ans plus tôt, Marcus Cade a tenu la main de son fils et lui a donné une dernière instruction. Découvre la vérité sur Raymond, et si sa famille a un jour besoin d'aide, protège-la. Harrison avait tenu cette promesse. Il avait fait surveiller la famille Mercer pendant des années, discrètement et secrètement. Il savait qu'Ashlyn avait épousé Grant Holloway. Il savait qu'ils avaient un fils. Il croyait que sa vie était devenue stable, qu'il n'aurait pas besoin d'intervenir. Jusqu'à ce qu'il découvre que Grant Holloway était le fils de Walter Holloway, l'homme que le père de Harrison avait longtemps soupçonné d'être le véritable traître toutes ces années auparavant. Et quand Grant a commencé à s'en prendre à Ashlyn, détruisant sa vie morceau par morceau,
Harrison a compris que ce n'était pas une coïncidence, c'était un plan. Un plan qui avait commencé bien avant qu'Ashlyn ne s'en rende compte. Harrison a baissé les yeux sur la photographie dans sa main, ses doigts effleurant légèrement le visage de Raymond Mercer. Il devait sa vie à cet homme et il avait l'intention de rembourser cette dette en protégeant la fille de son bienfaiteur, qu'elle le sache un jour ou non. 3 semaines se sont écoulées comme un rêve paisible, qu'Ashlyn osait à peine croire réel. Le travail au service administratif était chargé, mais il ne lui pompait plus son énergie comme ses nuits de ménage. Son salaire suffisait à couvrir le loyer, à acheter de la nourriture et, de temps en temps, à offrir un nouveau livre à Miles. Elle avait recommencé à dormir toute la nuit, à trouver le temps de préparer le dîner pour eux deux, à voir la couleur revenir dans une vie qui avait été grise pendant bien trop longtemps. Miles s'adaptait bien aussi. Il avait été inscrit dans une école primaire publique près de l'appartement, un endroit qu'il pouvait atteindre à pied dans 10 minutes. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Ashlyn a vu son fils se faire des amis. Un garçon nommé Tommy s'asseyait à côté de Miles en classe et aimait lui parler de sa collection de bandes dessinées. Une fille nommée Sarah aimait s'asseoir à côté de Miles au déjeuner parce qu'il partageait toujours ses biscuits avec elle. Miles avait recommencé à sourire davantage. De petits sourires, mais de vrais sourires. Et chaque fois qu'Ashlyn les voyait, son cœur se serrait de bonheur. Cet après-midi-là, Ashlyn est venue chercher Miles à la porte de l'école comme elle le faisait toujours. Le soleil de Chicago était doux. Des feuilles jaunes flottaient sur le trottoir et les rires des enfants résonnaient dans l'air comme une musique joyeuse. Ashlyn se tenait devant la clôture, faisant un signe de la main quand elle a vu Miles sortir des portes principales avec ses camarades de classe. Il a dit au revoir à Tommy et a couru vers sa mère, son cartable rebondissant sur son dos. Puis Ashlyn l'a vu. Une Mercedes noire et brillante était garée de l'autre côté de la rue, se démarquant des voitures ordinaires des autres parents. Elle connaissait cette voiture. Elle la connaissait bien trop bien. Grant Holloway est sorti du siège conducteur et a fermé la porte d'un mouvement souple et confiant. Il était impeccablement habillé comme toujours, un costume bleu foncé bien ajusté, ses cheveux blonds soigneusement coiffés, ce sourire charmant sur ses lèvres comme s'il ne faisait qu'une promenade par un bel après-midi d'automne. Il a traversé la rue et a marché droit vers Ashlyn et Miles. « Tu as l'air en meilleure forme », a dit Grant, d'une voix si mielleuse qu'elle en donnait la nausée à Ashlyn. « Je suis content pour toi. Vraiment. » Ashlyn a immédiatement tiré Miles derrière elle, son instinct protecteur s'éveillant brutalement. Elle a regardé droit dans les yeux de l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari, l'homme qui avait détruit sa vie morceau par morceau. « Que veux-tu? » Grant a levé les 2 mains comme pour se rendre, son sourire ne faiblissant jamais. « Doucement, ma chérie, je veux juste parler. » Il a mis la main dans la poche de son manteau, en a sorti une enveloppe blanche et l'a tendue à Ashlyn. « Et te donnait ça. » Ashlyn ne l'a pas prise. « Qu'est-ce que c'est? »« Une demande de garde, » a dit Grant, toujours de cette voix douce, comme s'il discutait de la météo. « J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que Miles devrait vivre avec moi. J'ai une grande maison, de l'argent et les moyens de lui donner une vie meilleure. » Ashlyn a senti le sang se glacer dans ses veines. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je le peux, Ashlyn. » Grant a incliné la tête et quelque chose dans ses yeux est devenu plus froid, même si le sourire est resté. « Tu fais l'objet d'une enquête pour fraude financière. Tu n'as pas d'emploi stable, du moins pas selon les registres officiels. Tu vis dans un appartement loué bon marché dans un quartier qui n'est pas exactement sûr. Le tribunal examinera ces faits et verra que ce n'est pas le bon environnement pour élever un enfant. Tu sais que ces accusations sont fausses. » Ashlyn a serré les dents. « C'est toi qui as tout manigancé. » Grant a ri doucement, le son comme du verre brisé. « Prouve-le. » Il a fait un pas de plus et a mis l'enveloppe dans la main d'Ashlyn. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour Miles. Tu comprends? Notre fils mérite une vie meilleure. Et toi, dans ton état actuel, tu ne peux pas la lui donner. » Ashlyn a serré l'enveloppe si fort que le papier s'est froissé sous ses doigts qui tremblaient de rage. « Pas de peur. Tu n'auras jamais mon fils, » a-t-elle dit, sa voix froide comme de l'acier. « Jamais. » Grant a haussé les épaules, comme si sa réponse n'était que la protestation d'un enfant têtu. « Nous verrons ce que le tribunal en dira, ma chérie. On se voit à l'audience. » Il s'est retourné et est parti sans regarder en arrière. La Mercedes noire a quitté le trottoir en douceur, s'est fondue dans la circulation et a disparu au coin de la rue.
Ashlyn est restée là avec l'enveloppe toujours froissée dans sa main, la poitrine douloureuse de peine et de désespoir. Elle pouvait supporter d'être faussement accusée. Elle pouvait supporter de perdre sa maison, son travail, tout perdre. Mais perdre Miles, cela la détruirait. Elle est tombée à genoux et a serré son fils dans ses bras, enfouissant son visage dans ses boucles brunes. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré. « Je suis tellement désolée. » Miles a laissé sa mère le serrer dans ses bras, mais ses yeux sont restés ouverts, fixés sur la direction où la voiture avait disparu. Dans son cartable, le petit carnet et la clé USB reposaient en silence, attendant. Il a pensé à la note de son grand-père, a pensé au nom de Harrison Cade. Sa mère ne savait pas quoi faire, mais Miles, lui, le savait. Il attendait seulement le bon moment. Cette nuit-là, Ashlyn n'a pas pu dormir. Elle est restée allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit tourbillonnant de 1000 pensées. L'enveloppe de Grant était posée sur la table de chevet, d'un blanc éclatant et haineux, comme un avertissement du désastre qui approchait. Elle avait lu la demande de garde au moins 10 fois, et chaque fois qu'elle la lisait, son cœur se serrait un peu plus. Grant avait un avocat compétent, de l'argent, des relations et une bonne réputation. Qu'avait-elle? Un travail administratif qui payait juste assez pour survivre, un appartement loué et un nom déjà ruiné par des accusations qu'elle n'avait jamais méritées. Ashlyn détestait devoir demander de l'aide à qui que ce soit. Toute sa vie, elle s'était débrouillée seule, avait résolu ses propres problèmes, avait surmonté les épreuves par sa propre force. Mais il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de Miles. Et pour Miles, elle était prête à ravaler toute sa fierté. Le lendemain matin, elle a laissé Miles à la maison avec Martha et lui a dit qu'elle devait aller quelque part. Le garçon a hoché la tête, ses yeux bleus fixés sur elle avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire, comme s'il savait où elle allait, comme s'il avait attendu cela. L'immeuble de Cade Holdings dominait le quartier financier de Chicago comme un monument au pouvoir et à la richesse. Ashlyn a franchi les portes tournantes, le cœur battant la chamade, mais ses pas n'ont pas faibli. Elle n'avait même pas dit un mot à la réceptionniste que Julius est apparu, comme s'il avait su à l'avance qu'elle viendrait. Mademoiselle Mercer, Julius lui a fait un petit signe de tête. « Veuillez me suivre. » L'ascenseur privé les a emmenés au dernier étage en quelques secondes seulement. Quand les portes se sont ouvertes, Ashlyn est entrée dans un espace qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. Un vaste bureau avec des murs en verre donnant sur toute la ville. Un mobilier si minimaliste et pourtant si indéniablement cher qu'elle ne pouvait même pas commencer à en deviner le coût. Et au centre de tout cela, Harrison Cade était assis derrière un immense bureau en chêne, l'attendant. Pour la première fois, Ashlyn a vraiment vu qui était Harrison Cade. Pas un gentil inconnu dans la neige, pas un homme mystérieux se tenant derrière un hôtel. C'était un homme qui détenait un réel pouvoir. Le genre de pouvoir qui pouvait construire ou détruire la vie des autres avec rien de plus qu'un simple appel téléphonique. « Je vous attendais », a dit Harrison, sa voix basse et régulière. Ashlyn a dégluti et a essayé de garder sa propre voix ferme. « Vous savez, pour Grant, pour la demande de garde. Je sais beaucoup de choses. » Le silence s'est étiré entre eux pendant quelques secondes. Ashlyn a pris une profonde inspiration, puis a prononcé des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé dire. « J'ai besoin d'aide. » Sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais parce qu'elle abattait le mur de fierté qu'elle avait passé toute sa vie à construire. « Pas pour moi, pour mon fils. Je ferai tout ce qu'il faudra. » Harrison l'a regardé et ses yeux n'ont pas bougé. « Tout ce qu'il faudra est une promesse très lourde, mademoiselle Mercer. »« Je sais, » a répondu Ashlyn, soutenant son regard. « Et je suis prête. » Un instant a passé. Puis Harrison a lentement hoché la tête et s'est levé. « Très bien, mais d'abord, vous devez connaître la vérité sur votre ancien mari et sur votre père. » Harrison s'est dirigé vers la fenêtre et s'est tenu dos à Ashlyn, son regard fixé sur la ville de Chicago qui s'étendait en dessous. Quand il a parlé, sa voix était basse et sans hâte, comme s'il ouvrait un livre qui avait été fermé depuis bien trop longtemps. « Votre père, Raymond Mercer, a autrefois travaillé pour mon père, » a commencé Harrison. Il était le chef comptable, l'un des hommes les plus dignes de confiance de l'organisation commerciale de la famille Cade. Mon père le considérait comme un frère. Ashlyn était assise là, écoutant, son cœur battant plus vite à chaque mot. Il y a 15 ans, il y a eu une trahison. Une grosse somme d'argent a disparu et toutes les preuves pointaient vers votre père.
Harrison s'est retourné et a regardé directement dans les yeux d'Ashlyn. Mais mon père n'y a pas cru. Il savait quel genre d'homme était Raymond Mercer. Il savait que c'était un coup monté. Alors mon père est mort, a murmuré Ashlyn, la gorge nouée. Harrison a lentement hoché la tête. Un accident de voiture. La police a conclu que des routes glissantes en étaient la cause, mais mon père et moi savions tous les deux que ce n'était pas la vérité. Cet accident était délibéré. Quelqu'un voulait faire taire Raymond Mercer pour toujours avant qu'il ne puisse trouver la preuve pour laver son nom. Ashlyn a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle avait passé toute sa vie à croire que son père était mort dans un accident, une tragédie aléatoire, un coup cruel du sort. Mais maintenant, la vérité émergeait, tranchante et impitoyable. Qui était le vrai traître, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Walter Holloway, a répondu Harrison. Le père de Grant. Le nom a frappé Ashlyn comme une lame en plein cœur. Elle s'est redressée d'un coup, ses jambes instables, et a dû s'agripper au bras du fauteuil pour ne pas tomber. Walter est mort de maladie il y a 5 ans. Harrison a continué, sa voix inchangée. Mais avant de mourir, il a dit la vérité à Grant sur ce qu'il avait fait, sur Raymond Mercer et sur la possibilité que Raymond ait laissé une preuve. Quelque chose qui pourrait détruire le nom de la famille Holloway si elle était un jour trouvée. Grant a murmuré Ashlyn alors que les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit. Grant ne vous a pas approché par accident, a dit Harrison. Il savait que vous étiez la fille de Raymond Mercer. Il croyait que si une preuve existait, elle serait soit entre vos mains, soit quelque part où vous pourriez l'atteindre. Il vous a épousé, a vécu avec vous pendant 10 ans et a fouillé votre vie pour la trouver. Tout mon mariage, Ashlyn se sentait mal. Était-ce juste une performance? Grant ne vous aimait pas, Ashlyn, a dit Harrison sans détour, sans essayer d'adoucir le coup. Il avait peur de vous. Peur de ce que votre père aurait pu laisser derrière lui. Après 6 ans à ne rien trouver, il a décidé que la meilleure façon de protéger le secret de sa famille était de vous détruire complètement. Si vous deveniez une femme accusée de fraude, une mère ratée, une femme à qui le monde entier avait tourné le dos, alors même si vous trouviez la preuve, personne ne vous croirait. Ashlyn est restée là, des larmes coulant sur son visage avant même qu'elle ne s'en rende compte. Elle a pensé aux années qu'elle avait passées avec Grant. Les sourires, les étreintes, les mots d'amour, tout cela avait été faux. Tout cela avait été une performance soigneusement mise en scène. Puis une seule image a traversé son esprit. Le vieil ours en peluche de Miles. Les mots de son père quand il l'avait donné à son petit-fils. Garde-le en sécurité. Elle est partie, hébétée. Les ombres de fin d'après-midi s'étiraient sur les rues de Chicago. Mais Ashlyn ne voyait rien d'autre que les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Quand elle a ouvert la porte de l'appartement, Miles était assis sur le canapé avec un livre sur les genoux, mais ses yeux étaient tournés vers la porte comme s'il l'avait attendu tout l'après-midi. Ashlyn n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement approchée, est tombée à genoux et a serré son fils très fort dans ses bras. Elle l'a tenu longtemps, assez longtemps pour que Miles sache que quelque chose n'allait pas. Mais le garçon n'a pas posé de questions. Il l'a simplement laissé le serrer, sa petite main lui tapotant doucement le dos comme s'il était l'adulte de la situation. « Il s'est passé quelque chose, maman ?» a finalement demandé Miles quand Ashlyn s'est écartée. Ashlyn a essayé de sourire, mais son sourire était tordu et faux. « Ce n'est rien, mon chéri. Je suis juste un peu fatigué. » Miles l'a regardé avec ses yeux bleus clairs, des yeux qui en savaient bien trop pour un enfant de son âge. Il n'a rien dit de plus. Il s'est simplement levé et est entré dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il est revenu. Dans ses mains se trouvait une petite clé USB noire et un morceau de papier plié. Ashlyn les a regardés et son cœur a semblé s'arrêter. « Je les ai trouvés dans l'ours en peluche de grand-père, » a dit Miles, sa voix calme. Il les avait cachés là. Ashlyn a pris le papier avec des mains tremblantes et l'a ouvert. L'écriture familière de son père est apparue devant elle, et de nouvelles larmes ont immédiatement coulé. « Pour ma fille » a-t-elle lu en silence, la gorge nouée par l'émotion. « Trouve Harrison Cade. »« Quand as-tu trouvé ça » a-t-elle demandé, regardant son fils avec incrédulité. « Il y a quelques semaines » a répondu Miles. « J'attendais le bon moment. » Ashlyn a regardé le garçon de 8 ans qui se tenait devant elle.
Et pour la première fois, elle a compris que son fils n'était plus l'enfant qu'elle avait cru. Il avait observé en silence, attendu en silence, gardé ce secret en silence, jusqu'à ce qu'il sache que sa mère en avait besoin. Grand-père a dit de trouver quelqu'un nommé Harrison Cade. Miles a continué. C'est l'homme dans la voiture noire, n'est-ce que pas, maman? Celui qui nous a aidés. Ashlyn a hoché la tête, incapable de parler. Miles s'est avancé et a pris la main de sa mère. Sa main était petite, mais elle était chaude et ferme. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la clé USB, a-t-il dit, sa voix douce mais certaine. Mais je sais que grand-père voulait que tu sois forte. Grand-père a déjà tout préparé pour toi. Tu n'as qu'à t'en servir. Ashlyn a de nouveau serré son fils dans ses bras et l'a tenu fermement, ses larmes tombant dans ses boucles brunes. Tu as été si courageux, a-t-elle murmuré. Je suis fier de toi. Je suis si fier de toi. Miles n'a rien dit. Il a seulement laissé sa mère le serrer dans ses bras. Dehors, les lampadaires commençaient à briller dans le crépuscule de Chicago, et pour la première fois après des mois d'obscurité, Ashlyn a senti une petite lumière au bout du tunnel. Son père ne l'avait pas abandonnée. Il lui avait préparé une arme pour se battre, et le moment était venu pour elle de l'utiliser. Le lendemain matin, Ashlyn est arrivée à l'immeuble de Cade Holdings avec la clé USB bien rangée dans la poche de son manteau, où elle pouvait sentir son poids à chaque battement de son cœur. C'était l'héritage de son père, la preuve qu'il avait risqué sa vie pour rassembler, l'arme qu'il avait cachée pendant des années en attendant le bon moment. Maintenant, ce moment était venu. Julius l'a rencontré dans le hall et l'a escorté jusqu'au dernier étage sans poser une seule question. Quand elle est entrée dans le bureau, Harrison attendait déjà à côté de son bureau, comme s'il avait su qu'elle viendrait. Peut-être le savait-il vraiment. Cet homme semblait tout savoir. Ashlyn a sorti la clé USB et l'a posée sur le bureau. « Mon père m'a laissé ça », a-t-elle dit, sa voix plus calme qu'elle ne l'avait prévu. « Je pense que vous devriez le voir. » Harrison a fait un signe de tête à Julius. L'homme de grande taille s'est avancé, a inséré la clé dans l'ordinateur et a projeté son contenu sur le grand écran mural. Ce qui est apparu ensuite a plongé la pièce dans le silence. D'abord, des fichiers audio. La voix de Walter Holloway a rempli la pièce, claire et indubitable. Il parlait à quelqu'un, son ton suffisant et plein de mépris. Raymond Mercer était trop naïf. Il pensait que la loyauté serait récompensée. Mais dans ce monde, seuls les forts survivent. Je n'ai fait que ce qui devait être fait pour protéger ma famille. Puis un léger rire. Le blâmeur était le plus simple. Marcus Cade lui faisait confiance, alors quand les preuves ont pointé vers Raymond, personne n'a douté. Ashlyn a agrippé les bras de son fauteuil, essayant de contenir la fureur qui bouillait en elle. Ensuite sont venus les documents financiers, les numéros de comptes bancaires offshore, les traces de transferts illégaux des comptes de la société Cade vers les comptes secrets de Walter Holloway. La preuve de transactions louches s'étalant sur de nombreuses années. Raymond Mercer avait tout rassemblé avec un soin méticuleux, l'arrangeant par ordre chronologique avec des notes détaillées dans l'écriture familière qu'elle connaissait si bien. Puis sont venues les photographies des documents originaux, des contrats portant la signature de Walter Holloway, des reçus qu'il avait cru détruits depuis longtemps. Son père les avait tous copiés discrètement avant qu'ils ne disparaissent, les cachant comme une police d'assurance pour l'avenir. Et enfin, il y avait un fichier vidéo. Quand Julius l'a ouvert, le visage de Raymond Mercer est apparu à l'écran. Il était assis dans une pièce sombre, éclairée uniquement par la lueur d'une lampe de bureau qui tombait sur un visage fatigué mais ferme. Ses yeux regardaient droit dans la caméra, comme s'il regardait directement Ashlyn à travers la distance de 12 ans. « Ma fille ». La voix de Raymond a rempli la pièce, assez chaude et familière pour qu'Ashlyn ait l'impression qu'une main invisible s'était refermée sur son cœur. « Si tu regardes cette vidéo, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Je savais que ce jour viendrait. Je le sais depuis le jour où j'ai découvert la vérité sur Walter Holloway. » Des larmes ont commencé à couler sur les joues d'Ashlyn, mais elle ne les a pas essuyées. Elle est restée assise là, fixant son père, écoutant la voix qu'elle avait cru avoir perdue pour toujours. « J'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires, » a continué Raymond, « mais je sais que si je les révèle maintenant, ils trouveront un moyen de les détruire, et ils ne me laisseront pas vivre assez longtemps pour témoigner. Alors j'ai tout caché et j'ai attendu. J'ai attendu que tu sois assez grande. J'ai attendu le bon moment. » Il a fait une pause un instant, comme s'il cherchait les mots exacts.
Je suis désolé de ne pas pouvoir être là avec toi, Ashlyn. Je suis désolé pour ce que tu vas devoir endurer, mais je crois en toi. Tu es plus forte que tu ne le penses et je t'ai laissé l'arme dont tu as besoin pour te battre. Raymond a regardé droit dans la caméra, ses yeux brillants. Trouve Harrison Cade. J'ai sauvé sa vie quand il était jeune et je sais qu'il est le genre d'homme qui comprend ce que signifie une dette d'honneur. Il t'aidera quand tu en auras besoin. Fais-lui confiance, peu importe ce que le monde dira de lui. Un sourire triste a touché la bouche de Raymond. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé. Vis avec force. Vis avec bonheur. Et souviens-toi que je serai toujours avec toi, même si je ne suis plus là. L'écran est devenu noir. La vidéo s'est terminée. Ashlyn était assise là, des larmes coulant sur son visage, ses épaules secouées de sanglots brisés et étouffés. Elle avait perdu son père à seulement 16 ans. Pendant 12 ans, elle avait vécu avec le deuil et la douleur de ne jamais avoir pu lui dire au revoir. Mais maintenant, en entendant sa voix à nouveau, en voyant son visage à nouveau, elle a compris qu'il ne l'avait jamais vraiment quittée. Il avait tout préparé pour elle. Il l'avait protégée même après la mort. Harrison est resté silencieux près de la fenêtre, donnant à Ashlyn le temps de se ressaisir. Ce n'est que lorsque ses pleurs se sont lentement calmés qu'il a parlé. Raymond a tout préparé, a-t-il dit, sa voix plus basse et plus douce que d'habitude. Il savait que ce jour viendrait. Il croyait en toi. Ashlyn a essuyé ses larmes et a levé les yeux vers Harrison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Harrison s'est tourné vers elle et ses yeux gris acier se sont illuminés de quelque chose qu'Ashlyn ne pouvait pas tout à fait nommer. De la résolution, de l'anticipation ou simplement la préparation à une bataille qu'il attendait de mener depuis 15 ans. Grant vous emmène au tribunal pour essayer d'obtenir la garde de Miles, a dit Harrison, sa voix froide et tranchante comme une lame. Il pense qu'il a l'avantage. Il pense que vous n'avez rien pour vous défendre. Nous allons lui montrer qu'il a tort. Comment? Harrison l'a regardé droit dans les yeux. Nous allons transformer cette salle d'audience en l'endroit de sa chute. Il veut une guerre juridique et nous allons la lui donner. Mais cette fois, c'est lui qui perdra. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé Chicago, qui s'enfonçait dans la lumière dorée et pâle du matin. Préparez-vous, Ashlyn. La vraie bataille est sur le point de commencer. 2 jours avant l'audience, Ashlyn croyait que tout était enfin prêt. L'avocate de Harrison avait examiné toutes les preuves sur la clé USB et avait confirmé qu'elles étaient solides, assez fortes non seulement pour protéger ses droits de garde, mais aussi pour renverser toute la situation. Les documents avaient été sauvegardés en plusieurs copies et stockés dans des endroits sûrs. Le plan avait été tracé étape par étape. Tout ce qu'elle avait à faire maintenant, c'était d'attendre. Cet après-midi-là, Ashlyn était à la maison avec Miles. Elle avait pris 2 jours de congé pour se préparer à l'audience à venir et aussi pour passer plus de temps avec son fils. Miles était assis à son bureau, faisant ses devoirs. De temps en temps, il levait les yeux pour poser une question de mathématiques à sa mère ou pour lui raconter quelque chose qui s'était passé à l'école. Le petit appartement était rempli de la douce lumière de fin d'après-midi et pour un instant, Ashlyn s'est permis de croire que tout irait bien. Puis on a frappé à la porte. Ashlyn s'est levée et est allée répondre, pensant que c'était probablement Martha qui passait comme elle le faisait souvent. Mais les personnes qui se tenaient dehors n'étaient pas sa voisine au grand cœur. C'étaient 2 femmes en uniforme de bureau sérieux, chacune portant un dossier épais. Derrière elle, Ashlyn avait aperçu un véhicule blanc avec les mots « Agence de protection de l'enfance de l'Illinois » imprimés sur la porte. Son cœur s'est serré. « Mademoiselle Ashlyn Mercer » a dit la femme la plus âgée, sa voix professionnelle et froide. « Oui, c'est moi. Nous sommes du département des services à l'enfance et à la famille. » Elle a brandi une carte d'identité. « Nous avons reçu un signalement concernant les conditions de vie d'un enfant à cette adresse et nous devons mener une évaluation. » Ashlyn a senti le sang se glacer dans ses veines. Elle a tout de suite su qui était derrière tout ça. « Un signalement de qui? » a-t-elle demandé, essayant de garder sa voix stable. Les 2 assistantes sociales ont échangé un regard. Puis la plus jeune a répondu avec une expression qui n'a pas changé du tout. « Nous ne sommes pas autorisés à divulguer l'identité du déclarant, madame. C'est confidentiel selon notre politique. Elles n'avaient pas besoin de le dire. » Ashlyn savait. Grant. C'était son dernier coup. Il n'avait pas voulu attendre l'audience, alors il avait frappé le premier, essayant de fabriquer plus de preuves contre elle juste avant le moment critique.
Pouvons-nous entrer et inspecter l'appartement? A demandé la femme la plus âgée, bien que son ton ait clairement indiqué que ce n'était pas vraiment une question. Ashlyn voulait refuser. Elle voulait fermer la porte et appeler immédiatement son avocate. Mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Refuser de coopérer avec la protection de l'enfance serait consigné dans le dossier et Grant l'utiliserait contre elle au tribunal. Entrez, s'il vous plaît, a-t-elle dit en s'écartant. Les deux femmes sont entrées dans l'appartement, leurs yeux balayant chaque recoin. Elles ont regardé dans la cuisine, ont ouvert le réfrigérateur pour vérifier la nourriture, ont examiné la salle de bain, puis sont allées dans la chambre de Miles. Ashlyn les a suivis à chaque pas, son cœur battant si vite qu'elle pensait qu'elle pourrait l'entendre. Miles était assis tranquillement sur sa chaise, regardant les deux femmes inconnues avec un calme qui semblait presque surnaturel pour un enfant de 8 ans. Il n'avait pas l'air effrayé ou confus. Il observait simplement, comme il le faisait toujours. La femme la plus jeune s'est accroupie à sa hauteur et lui a fait un sourire qu'elle croyait probablement amical. « Salut, tu t'appelles Miles, c'est ça? »« Oui, madame, a répondu Miles. « Peux-tu me parler de ta vie quotidienne? Que fais-tu habituellement après l'école? » Miles a regardé la femme, puis sa mère, puis de nouveau la femme. Sa voix est sortie claire et stable. « Je vis très bien avec ma maman, a-t-il dit. Tous les jours, elle m'emmène à l'école et vient me chercher. Le soir, elle me prépare le dîner et ensuite elle m'aide avec mes devoirs. Le week-end, elle m'emmène à la bibliothèque ou au parc. As-tu des amis à l'école? Oui, madame, j'ai Tommy et Sarah. Tommy aime les bandes dessinées. Sarah aime partager des biscuits. La femme a écrit quelque chose dans son carnet, puis a posé quelques questions simples de plus. Miles a répondu à chacune d'elles calmement, sans ajouter de détails supplémentaires et sans rien cacher. Il a dit la vérité de la manière simple et stable qu'un enfant devrait avoir. Après environ 15 minutes, les deux assistantes sociales ont terminé l'inspection. Elles se sont tenues près de la porte, ont échangé quelques mots à voix basse, puis se sont retournées vers Ashlyn. « L'appartement est propre et l'enfant semble bien soigné, » a dit la femme la plus âgée, son ton toujours aussi froid qu'avant. Cependant, nous devons encore mener une évaluation plus approfondie avant de faire une recommandation au tribunal. Ashlyn a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Elles n'avaient rien trouvé d'anormal, et pourtant elles allaient quand même faire un rapport, et tout rapport de la protection de l'enfance deviendrait une arme entre les mains de Grant. Dès que les deux femmes sont sorties, Ashlyn a fermé la porte et a immédiatement attrapé son téléphone. Elle a appelé le numéro que Harrison lui avait donné, le numéro de contact d'urgence. Julius est arrivé en moins de 15 minutes, et il n'était pas seul. À côté de lui se tenait une femme d'âge moyen dans un élégant tailleur gris aux yeux vifs. C'était l'avocate que Harrison avait engagée pour elle. « Qu'ont-elles dit exactement? » a demandé l'avocate dès qu'elle est entrée. Ashlyn lui a tout raconté. L'avocate a écouté, a pris des notes, puis a sorti un jeu de papier de sa mallette. « J'avais anticipé que cela pourrait arriver, a-t-elle dit. C'est une ordonnance de protection temporaire du juge Richardson, effective jusqu'à la conclusion de l'audience. Elle interdit toute tentative d'interférer avec vos droits de garde avant qu'une décision officielle ne soit rendue. Elle a tendu les documents à Ashlyn. Si elles reviennent, montrez-leur cette ordonnance. Elles ne pourront rien faire de plus. » Ashlyn a pris les papiers, ses mains tremblant encore légèrement. Julius et l'avocate ne sont partis qu'après s'être assurés que tout était sous contrôle. Mais la paix qu'Ashlyn avait eu tant de mal à construire était complètement brisée. Elle s'est effondrée à genoux et a serré Miles dans ses bras. Son fils l'a laissé le tenir, sa petite main lui tapotant doucement le dos. « Maman, ne t'inquiète pas, » a dit Miles, sa voix calme comme s'il était le véritable adulte dans la pièce. « Tout ira bien. » Ashlyn l'a serré plus fort alors que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ses mains tremblaient encore et elle savait que Grant n'arrêterait pas. Il n'arrêterait pas jusqu'à ce que l'un d'eux tombe et elle n'allait pas laisser cet un être, elle. La nuit précédant l'audience, Ashlyn n'a pas pu dormir une seule minute. Elle avait tout essayé, du comptage de moutons à la tisane de camomille, mais son esprit continuait de tourner avec des milliers de pensées qui refusaient de s'arrêter. Finalement, elle a renoncé à essayer de dormir, a enfilé un pull fin et est sortie dans le salon. L'appartement était plongé dans l'obscurité, seules les lumières de la rue brillaient à travers les rideaux fins. Ashlyn s'est assise sur la chaise près de la fenêtre
et à regarder la ville endormie de Chicago. Les grands immeubles se dressaient comme des géants silencieux, et les lumières de milliers de fenêtres scintillaient comme des étoiles tombées sur la terre. La neige tombait doucement, déposant un fin voile blanc sur les toits et les trottoirs. La ville semblait paisible, mais il n'y avait pas de paix dans le cœur d'Ashlyn. Demain, elle se tiendrait au tribunal et se battrait pour la garde de son fils. Demain, elle affronterait Grant, affronterait ses mensonges, affronterait tout le système qu'il avait si soigneusement construit contre elle. Elle avait des preuves, elle avait une avocate solide, elle avait le soutien de Harrison Cade. Mais est-ce que ce serait suffisant? La justice triompherait-elle vraiment? Des pas légers ont retenti derrière elle. Ashlyn s'est retournée et a vu Miles debout dans l'embrasure de la porte de la chambre, ses yeux bleus clairs la regardant dans l'obscurité. « Pourquoi ne dors-tu pas » a-t-elle demandé doucement. Miles n'a pas répondu tout de suite. Il s'est approché, a grimpé sur la chaise et s'est assis à côté d'elle, ses petites jambes se balançant dans les airs car elle ne touchait pas le sol. « Je n'arrive pas à dormir » a-t-il dit, sa voix calme mais alerte. « Je pense à demain. » Ashlyn a ressenti une vive douleur dans son cœur. Son fils n'avait que 8 ans et pourtant il avait déjà été forcé de porter bien trop de choses. Il avait vu sa famille se briser, avait été obligé de quitter la maison qu'il connaissait, avait vécu dans des chambres louées terribles et devait maintenant faire face à la possibilité d'être enlevé à sa mère. Aucun enfant ne méritait de vivre de telles choses. Elle a serré son fils dans ses bras et l'a tenu fermement. « Quoi qu'il arrive demain » a-t-elle murmuré à son oreille. « Je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. » Miles l'a laissé le tenir un instant, puis a levé la tête et a regardé dans les yeux de sa mère. « Je sais, maman, » a-t-il dit, sa voix calme d'une manière qui semblait presque étrange. « Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Nous allons gagner. » Ashlyn a regardé son fils avec surprise. La confiance dans sa voix n'était pas de l'innocence enfantine, ni une foi aveugle que tout irait bien d'une manière ou d'une autre. C'était la confiance de quelqu'un qui avait mûrement réfléchi et s'était préparé. « Pourquoi en es-tu si sûr » a-t-elle demandé. Miles est resté silencieux un moment, comme s'il décidait de ce qu'il devait dire. Puis il a glissé sa main dans la poche de son pyjama et a sorti le petit carnet qu'il portait toujours avec lui. « J'ai écrit beaucoup de choses sur papa ici » a-t-il dit. Les fois où il n'a pas dit la vérité. Les fois où il a fait semblant de se soucier de moi alors qu'il pensait en réalité à autre chose. Les fois où il a souri quand il pensait que personne ne regardait. Ashlyn a regardé le carnet dans la main de son fils. Les pages étaient légèrement froissées, à force d'être ouvertes et tournées si souvent. Elle a réalisé que pendant tout ce temps, Miles n'avait pas seulement observé. De la manière silencieuse d'un enfant de 8 ans, il avait tout enregistré, construisant un journal d'observation dont il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il pourrait un jour avoir de l'importance. Miles, Ashlyn ne savait pas quoi dire. Miles a fermé le carnet et l'a remis dans sa poche. « Grand-père m'a dit que je devais toujours rester à tes côtés », a-t-il dit, sa voix douce mais sûre. « Et je le ferai. » Ashlyn a senti les larmes lui monter aux yeux. Elle a pensé à son père, a pensé aux après-midi où il l'emmenait au parc quand elle était petite. Elle a pensé à son rire chaleureux chaque fois qu'elle faisait une bêtise, a pensé à la façon dont il avait toujours cru en elle, même quand elle ne croyait pas en elle-même. « Tu te souviens de grand-père » a-t-elle demandé, la voix chargée d'émotion. Miles a hoché la tête. « Je me souviens comment il me racontait des histoires avant de dormir. Il me parlait de héros courageux, de gens gentils qui gagnaient toujours à la fin, peu importe combien ils devaient en souffrir d'abord. » Grand-père a toujours cru ça, a dit Ashlyn, souriant à travers ses larmes. Il croyait que les bonnes personnes seraient protégées, que la vérité triompherait toujours. « Tu y crois » Ashlyn a regardé son fils, dans ses yeux bleus clairs, attendant sa réponse. Et à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas mentir. « Pas à Miles, pas ce soir, je n'étais pas sûre avant » a-t-elle admis. « Il y a eu des moments où j'ai pensé que le monde était trop injuste, que les mauvaises personnes gagnaient toujours parce qu'elles n'avaient pas peur de jouer salement. Mais maintenant, elle a regardé par la fenêtre où la neige commençait lentement à s'arrêter. Maintenant, je crois qu'il y a de bonnes personnes dans ce monde. Grand-père en était une. Et toi, Miles, tu es de la meilleure chose que j'ai. Tant que je t'aurai, je n'abandonnerai jamais. » Miles a pris la main de sa mère, sa propre main, petite mais chaude. « Nous n'abandonnerons pas, a-t-il dit.
Nous nous battrons et nous gagnerons parce que grand-père a tout préparé pour nous, parce que nous ne sommes pas seuls. Ashlyn a de nouveau serré son fils dans ses bras, et cette fois, ce n'était pas par peur ou par inquiétude, mais par pur amour et gratitude. Elle était reconnaissante pour Miles, reconnaissante que peu importe à quel point la vie les avait poussés, ils savaient encore l'un l'autre. Ils sont restés ainsi près de la fenêtre pendant un long moment, silencieux et n'ayant besoin d'aucun mot. Dehors, la neige avait complètement cessé. Les nuages se dégageaient lentement, et pour la première fois depuis de nombreuses nuits, le ciel au-dessus de Chicago était clair avec quelques étoiles qui brillaient sur la ville endormie. Ashlyn a embrassé Miles sur le front. « Va te coucher maintenant, mon chéri, » a-t-elle murmuré. « Demain sera une longue journée. Tu dois dormir aussi, maman, » a dit Miles, puis il est descendu de la chaise. Elle l'a regardé retourner dans sa chambre, son petit dos droit et stable, puis elle s'est retournée et a regardé le ciel nocturne clair. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, elle s'est sentie en paix. « Nous allons traverser ça ensemble, » a-t-elle murmuré à la nuit. « Papa, s'il te plaît, veille sur nous. » La salle d'audience numéro 7 du tribunal du comté de Cook était bondée ce matin-là. La lumière se déversait par les hautes fenêtres sur le parquet poli, se répandant sur les rangées de sièges presque pleines. L'air était épais de tension et des chuchotements parcouraient la pièce comme de petites vagues avant une tempête imminente. Grant Holloway était assis à la table du demandeur dans un costume gris anthracite parfaitement taillé, ses cheveux blonds soigneusement coiffés, son visage arborant l'expression inquiète d'un père affligé. À côté de lui se trouvaient deux avocats de l'un des cabinets les plus prestigieux de Chicago, des hommes payés des milliers de dollars de l'heure pour s'assurer que leurs clients repartent victorieux. Derrière Grant, Nana Castellon était assise au premier rang de la galerie publique, ses yeux suivant chaque mouvement dans la salle d'audience avec une satisfaction qu'elle pouvait à peine dissimuler. Ashlyn est entrée dans la salle d'audience avec l'avocate que Harrison avait engagée pour elle, une femme d'âge moyen nommée Margaret Chen, avec plus de 20 ans d'expérience dans les litiges de garde. Ashlyn avait fait de son mieux pour s'habiller aussi proprement que possible, dans une robe d'affaires bleu foncé, ses cheveux châtains attachés avec soin. De l'extérieur, elle avait l'air calme et posée. À l'intérieur, son cœur battait si vite qu'elle pensait que toute la salle d'audience pourrait l'entendre. Miles n'était pas là. Le garçon était à la maison avec Martha et Julius avait été envoyé par Harrison pour s'assurer qu'ils étaient tous les deux en sécurité. Ashlyn avait décidé dès le début qu'elle ne voulait pas que son fils soit témoin de cette bataille. Elle ne voulait pas qu'il entende les mensonges que Grant allait raconter sur elle. La juge Eleanor Walsh est entrée. Une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés courts et aux yeux vifs derrière des lunettes à monture dorée. Elle a pris place sur le banc et a frappé le marteau une fois, de manière nette et ferme. L'audience concernant la garde entre le demandeur Grant Holloway et la défenderesse Ashlyn Mercer est maintenant ouverte. Avocat du demandeur, vous pouvez commencer. L'avocat principal de Grant s'est levé, un homme d'âge moyen au front chauve et brillant et à la voix riche et persuasive. Votre honneur, mon client, M. Grant Holloway, a demandé la garde de son fils, Miles Holloway, en raison de graves préoccupations concernant l'environnement de vie actuel de l'enfant. Il a ouvert un dossier épais. La défenderesse Ashlyn Mercer fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude financière présumée impliquant jusqu'à 2 millions de dollars. Elle n'a pas de revenus stables, vit dans un appartement loué bon marché et, selon nos informations, reçoit un soutien financier d'un homme non identifié dont la relation avec elle reste floue. Ashlyn a senti le sang lui monter au visage, mais elle s'est forcée à rester immobile. Margaret a posé une main sur son bras, un rappel silencieux de ne pas réagir. L'avocat de Grant a continué, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. Nous avons également des preuves montrant que l'environnement de vie de l'enfant n'est pas adapté à l'éducation d'un mineur. Il a allumé l'écran et a projeté une série de photographies. Ashlyn les a reconnues immédiatement. C'était elle, cette nuit enneigée, agenouillée sur le trottoir, ramassant ses affaires. Son visage était flou dans l'obscurité, la faisant ressembler à une femme complètement brisée. Les photographies avaient été soigneusement coupées et cadrées pour supprimer tout contexte, pour effacer le fait qu'elle avait été injustement expulsée, ne laissant que l'image d'une femme qui semblait avoir touché le fond. De plus, a continué l'avocat,
Nous avons un rapport du département des services à l'enfance et à la famille montrant que l'appartement de la défenderesse a été inspecté et nécessite une évaluation plus approfondie concernant les conditions de vie. Ashlyn voulait bondir sur ses pieds et crier que tout était mensonge, que Grant avait tout orchestré, qu'il avait lui-même fait ce signalement. Mais elle savait que cela ne ferait que la faire paraître instable, ce qui était exactement ce que Grant voulait. Grant a été appelé à la barre des témoins. Il a marché avec l'attitude d'un père souffrant, les épaules légèrement courbées comme s'il portait le poids du monde. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour mon fils », a dit Grant, sa voix tremblant avec un contrôle parfait. Ashlyn et moi avons eu des années heureuses ensemble, mais après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas fermer les yeux sur la vérité. Miles mérite de vivre dans un environnement stable, avec quelqu'un capable de s'occuper de lui correctement. La juge Walsh a écouté, son visage illisible, mais Ashlyn pouvait voir la juge prendre note après note. Et d'après la façon dont elle a jeté un coup d'œil vers Ashlyn, elle savait que les choses n'allaient pas en sa faveur. Margaret s'est levée pour argumenter en réponse, présentant des points sur le dévouement d'Ashlyn en tant que mère, sur le fait que les accusations contre elle n'avaient pas été prouvées, sur les motifs personnels de Grant dans cette affaire. Mais Ashlyn pouvait voir que la juge n'était pas convaincue. Les fausses preuves de Grant étaient trop bien présentées, son histoire trop lisse, et il avait trop d'argent pour engager les meilleurs avocats. Le désespoir a envahi la poitrine d'Ashlyn. Elle allait perdre Miles. Peu importe à quel point elle se battait, peu importe avec quelle férocité elle luttait, ce système penchait en faveur de l'homme avec l'argent et le pouvoir. Elle n'était qu'une femme ordinaire. Comment pouvait-elle gagner? Puis, à ce moment précis, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Tous les yeux se sont tournés vers le fond de la salle. Un homme de grande taille en costume 3 pièces noires est entré, suivi de 2 autres, portant d'épaisses mallettes de documents. Ashlyn l'a reconnu immédiatement. C'était l'avocat principal de Cade Holdings, celui que Harrison avait dit qu'il n'apparaîtrait que si cela devenait vraiment nécessaire. « Votre honneur, a-t-il dit, sa voix portant dans toute la salle d'audience. Je demande la permission de présenter de nouvelles preuves concernant directement le demandeur, Grant Holloway. Ces preuves vont complètement changer la nature de cette affaire. » La juge Walsh a froncé les sourcils. De nouvelles preuves? Pourquoi n'ont-elles pas été soumises plus tôt? Parce que nous venons tout juste de terminer la vérification de leur authenticité, votre honneur, et je crois que le tribunal voudra les voir immédiatement. Ashlyn s'est tournée pour regarder Grant, et pour la première fois depuis le début de l'audience, elle a vu la confiance disparaître de son visage. À sa place, il y a eu un éclair de panique, rapide comme l'éclair, mais plus que suffisant pour qu'elle le voie. Grant Holloway avait peur. La juge Walsh a frappé son marteau, appelant à l'ordre dans la salle d'audience. Alors que le murmure grandissant commençait à se répandre, elle a regardé l'avocat nouvellement arrivé avec une expression sévère qui a un peu de temps. Bien qu'il y ait une curiosité indéniable en dessous. Le tribunal autorisera la présentation de nouvelles preuves, mais j'espère certainement que c'est vraiment significatif. Avocat, votre honneur, je vous assure que ce que je vais présenter va complètement changer la nature de cette affaire. L'avocat de Cade Holdings s'est avancé, a placé la clé USB sur le bureau du greffier et a demandé que son contenu soit affiché à l'écran. La salle d'audience est tombée dans le silence lorsque le premier fichier audio a été ouvert. La voix de Walter Holloway a rempli la pièce, claire et indubitable. Raymond Mercer était trop naïf. Le blâmeur était le plus simple. Marcus Cade lui faisait confiance. Alors quand les preuves ont pointé vers Raymond, personne n'a remis en question. Une vague de chuchotements a traversé la salle d'audience. Grant était assis, figé sur sa chaise, son visage se vidant de sa couleur comme un homme qui venait de voir un fantôme du passé. L'avocat a continué à afficher les documents restants. Les preuves montraient que Grant avait poursuivi le plan de son père, avait engagé quelqu'un pour imiter la signature d'Ashlyn sur les ordres de virement et avait mis en scène toute l'accusation de fraude pour la détruire. Et ceci, a dit l'avocat, projetant un relevé bancaire à l'écran, est l'enregistrement d'un virement du compte personnel de M. Grant Holloway au compte de Victor Sloan, le propriétaire de la pension qui a mis Mlle Mercer et son fils à la rue par une nuit enneigée. Le montant était de 5 000 $, transféré seulement 2 jours avant l'incident.
Grant s'est levé d'un bond, la voix tremblante. C'est fabriqué. Ces preuves ont été falsifiées. Asseyez-vous, Monsieur Holloway, a dit froidement la juge Walsh, ou je serai forcé de demander à la sécurité d'intervenir. L'avocat de Cade Holdings n'a pas bronché. Il a affiché un autre document, cette fois des pages numérisées d'un petit carnet écrit avec l'écriture inégale d'un enfant. Votre honneur, a déclaré l'avocat, sa voix résonnant d'autorité. Bien que ces notes puissent paraître simples, les observations dans le journal de Miles ont fourni les chaînons manquants cruciaux qui ont permis aux enquêteurs de vérifier les horodatage et les communications secrètes trouvées sur la clé USB. Il a lu un passage du carnet à voix haute. 12 mars, papa a parlé au téléphone dans le bureau. Papa a dit, « Elle ne trouvera rien. J'ai cherché partout. » Papa a ri. Sa voix était différente de quand il parle à maman. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. La juge Walsh s'est tournée vers Grant, ses yeux vifs et froids. « Monsieur Holloway, voudriez-vous expliquer ces preuves? » Grant est resté là, la bouche ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il s'est tourné vers ses avocats, mais eux aussi étaient assis là, dans un silence stupéfait. Personne ne s'était préparé à cela. Ces enregistrements auraient pu être modifiés, a balbutié Grant. Et quelle valeur a même un carnet écrit par un enfant de 8 ans? Les enfants ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Les enfants ne savent pas mentir de manière systématique, Monsieur Holloway, a répondu l'avocat. Et nos experts ont vérifié que ces enregistrements n'ont été modifiés d'aucune manière. Dans la rangée derrière lui, Nina Castellan s'est soudainement levée, essayant de se glisser discrètement vers la porte. Mais elle avait à peine fait 2 pas que la voix de la juge a traversé la pièce. « Vous là-bas, asseyez-vous. Personne ne quitte cette salle d'audience avant que je ne donne la permission. » Nina s'est figée, le visage vidé de toute couleur, puis s'est lentement rassise, ses yeux se tournant vers Grant avec panique. Margaret Chen s'est levée de sa chaise et sa voix a résonné dans toute la salle d'audience. « Votre honneur, sur la base des preuves qui viennent d'être présentées, nous demandons le rejet complet de la demande de garde du demandeur. De plus, nous demandons que cette affaire soit renvoyée aux enquêteurs fédéraux en raison de preuves suggérant une fraude financière inter-État et une conspiration organisée pour fabriquer des accusations. » Comme si tout avait été arrangé à l'avance, les portes de la salle d'audience se sont de nouveau ouvertes. 2 hommes en costume sombre sont entrés, leurs expressions graves et professionnelles. Ils ont marché droit vers l'endroit où se tenait Grant. « Monsieur Grant Holloway, nous sommes de l'Agence fédérale d'investigation financière. Vous devez venir avec nous pour un interrogatoire lié à des allégations de fraude financière et de fabrication de preuves. » Grant a reculé, le visage blanc comme du papier. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'en avez pas le droit. » Il s'est tourné vers Ashlyn et ses yeux brûlaient de rage et de désespoir. « Toi, a-t-il crié, la voix tremblante. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'es qu'une ratée, une femme qui n'a rien entre les mains. Pour qui te prends-tu? » Ashlyn s'est levée de sa chaise. Elle s'est avancée dans l'allée centrale et a fait face à l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari. L'homme qui l'avait trompée pendant 10 ans. L'homme qui avait détruit sa vie et tenté de lui voler le fils qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle a regardé Grant droit dans les yeux, sa voix calme, mais portant dans la salle d'audience silencieuse. « Qui je suis ?» a-t-elle dit. « Je suis la fille de Raymond Mercer, la fille de l'homme que votre père a piégé et aidé à détruire, la fille de l'homme qui a passé les dernières années de sa vie à rassembler des preuves pour pouvoir protéger sa famille même d'outre-tombe. Elle a fait un pas de plus et ses yeux n'ont jamais quitté ceux de Grant. Et aujourd'hui, je termine ce que mon père a commencé. » Grant n'avait plus rien à dire. Les 2 enquêteurs fédéraux se sont placés de chaque côté de lui et l'ont escorté hors de la salle d'audience, doucement mais fermement. Nina a reçu l'ordre de rester en tant que témoin clé, le visage gris de peur. La salle d'audience a sombré dans le silence. La juge Walsh a frappé son marteau et a officiellement rejeté dans son intégralité la demande de garde de Grant Holloway, restituant les pleins droits de garde à Ashlyn Mercer. Ashlyn est restée là, au milieu d'une salle d'audience maintenant presque vide. Sa poitrine était légère, comme si le poids écrasant qu'elle avait porté pendant des mois avait enfin été levé. Des larmes ont coulé sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de liberté.
Ashlyn a franchi les portes du palais de justice et la première chose qu'elle a sentie, c'est la lumière du soleil, chaude, douce, comme une étreinte du ciel. Après des mois d'obscurité, elle s'est arrêtée sur les marches de pierre et a fermé les yeux une seconde, laissant la lumière inonder son visage. Pour la première fois depuis très longtemps, elle a senti qu'elle pouvait respirer, vraiment respirer, sans aucun poids invisible qui pesait sur sa poitrine. Puis elle a entendu une voix familière appeler « Maman ». Ashlyn a ouvert les yeux et son cœur a failli éclater quand elle a vu Miles courir vers elle. Le garçon a traversé la place du palais de justice, ses petits pieds rapides sur la pierre, ses boucles brunes se soulevant dans le vent. Julia suivait à une courte distance, et sur son visage habituellement illisible, il y avait le plus léger soupçon d'un sourire. Miles s'est jeté dans les bras de sa mère, et Ashlyn a serré son fils aussi fort que si elle voulait ne faire qu'un avec lui. Elle est tombée à genoux jusqu'à être à sa hauteur, et enfouit son visage dans ses cheveux, et a respiré l'odeur familière de shampoing pour enfants et de soleil chaud. Ils n'ont pas parlé pendant un long moment. Ils n'en avaient pas besoin. Les mots auraient été trop petits pour ce moment. Il n'y avait que les deux, se tenant l'un l'autre sur la place ensoleillée du palais de justice, tandis que le monde autour d'eux semblait s'arrêter. Finalement, Miles a levé la tête et a regardé sa mère avec ses yeux bleus clairs. « On a gagné, n'est-ce pas, maman? » Ashlyn a souri, le premier sourire à venir vraiment de son cœur après tant de mois. « Oui, mon chéri, on a gagné. » Miles a hoché la tête comme s'il avait connu le résultat bien avant tout le monde. Puis il l'a de nouveau serré dans ses bras, sa petite main lui tapotant doucement le dos. « Je le savais. Je te l'avais dit. » Ashlyn a ri alors, son rire mêlé de larmes de bonheur. Non loin de là, à côté de la familière Rolls-Royce noire, Harrison Cade se tenait en silence, observant. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas empiété sur le moment privé entre mère et fils. Il est simplement resté là, les mains dans les poches de son pantalon, ses yeux posés sur eux avec quelque chose que même lui ne pouvait pas tout à fait nommer. Julius s'est approché de lui et a parlé doucement. « Vous n'allez pas leur dire bonjour. » Harrison est resté silencieux un moment, puis a légèrement secoué la tête. « Pas encore. » C'est leur moment. Julius n'a rien dit de plus. Il est simplement resté là, à côté de son employeur, les deux hommes se tenant en silence au milieu du mouvement incessant de Chicago. Comme si elle sentait son regard, Ashlyn a levé les yeux et s'est tournée vers Harrison. La distance entre eux ne devait pas dépasser quelques dizaines de mètres. Pourtant, à cet instant, elle semblait à la fois très loin et très proche. Elle ne s'est pas approchée. Elle n'a pas parlé. Elle lui a seulement fait un petit signe de tête, un simple geste qui contenait tout ce qu'elle voulait dire. « Merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir protégé, moi et mon fils. Merci d'avoir tenu votre promesse à mon père. » Harrison a rendu le signe de tête, tout aussi léger, puis s'est retourné et est monté dans la voiture. La Rolls-Royce noire a glissé en douceur hors du parking, s'est fondue dans la circulation et a disparu au coin de la rue. Ashlyn a regardé la voiture un instant, puis s'est retournée vers son fils. Martha est apparue derrière eux, ses yeux de personne âgée rouges d'émotion. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est simplement avancée et a enveloppé la mère et le fils dans ses bras. « J'ai prié pour vous deux tout le temps », a-t-elle murmuré. « Dieu merci. Dieu merci. » Ashlyn a étreint sa voisine au grand cœur, la femme qui les avait aidés à traverser leurs jours les plus sombres sans jamais rien demander en retour. « Merci, Martha. Merci pour tout. » Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à décliner vers l'ouest, Ashlyn et Miles se sont rendus au cimetière de Rose Hill, où reposait grand-père Raymond. Ils ont marché main dans la main à travers des rangées de pierres tombales bien alignées sur l'herbe verte jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une stèle de granit gris avec des mots simples gravés dessus. Raymond Mercer, père, grand-père, ami. Ashlyn s'est agenouillée et a placé le bouquet de chrysanthèmes blancs qu'elle avait acheté en chemin devant la tombe. « J'ai réussi, papa », a-t-elle murmuré, la voix chargée d'émotion. « La vérité a été dite. Ton nom a été lavé, et les gens qui t'ont fait du mal vont payer. » Des larmes ont coulé sur ses joues, mais c'étaient des larmes de soulagement maintenant, ne portant plus le même poids écrasant qu'autrefois. Miles est resté à côté de sa mère en silence un moment. Puis, il a mis la main dans la poche de son manteau, a sorti un morceau de papier plié et l'a soigneusement placé à côté des fleurs. Ashlyn a regardé le papier et a vu que c'était un dessin.
Les lignes étaient maladroites, comme seul le dessin d'un enfant peut l'être, mais elle a reconnu l'image immédiatement. Trois personnes se tenant la main, une femme, un petit garçon et un homme plus âgé avec un sourire doux. Au-dessus du dessin, avec l'écriture inégale de Miles, il y avait les mots « Ma famille, je l'ai dessiné pour grand-père », a dit doucement Miles, pour qu'il sache qu'on se souvienne encore de lui. Ashlyn a serré son fils dans ses bras, incapable de parler car les larmes lui avaient de nouveau noué la gorge. Ils sont restés là longtemps, à côté de la tombe de grand-père Raymond, dans la douce lumière de l'après-midi de Chicago. Un vent léger soufflait dans l'air, agitant les branches des bouleaux voisins et remplissant le silence d'un tendre bruissement comme une berceuse. Et à ce moment-là, Ashlyn a pu sentir quelque chose, une chaleur invisible, une paix qui remplissait son cœur, comme si grand-père Raymond était quelque part tout près. Leur souriant, leur disant qu'il était fier, qu'il les aimait, qu'il veillerait toujours sur eux, même s'ils n'étaient plus là. Ashlyn a fermé les yeux et a laissé le vent lui caresser le visage. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'est sentie complètement en paix. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette audience fatidique et la vie avait complètement changé. Grant Holloway a été tenu légalement responsable de fraude financière et de tromperie organisée. Tous ses biens ont été gelés pour indemniser les victimes, et le nom qui avait autrefois été respecté dans les cercles d'affaires de Chicago était devenu un symbole de mensonge et de trahison. Nina Castellini a également fait face aux conséquences de son rôle de complice, et sa réputation ainsi que sa carrière ont disparu comme de la fumée dans le vent. Quant à Victor Sloan, le propriétaire de pension avide, il a tout perdu lorsqu'une longue lignée de ses autres victimes s'est finalement manifestée et l'a poursuivi en justice, exposant des années d'exploitation contre des personnes pauvres qui n'avaient nulle part où aller. Ashlyn a été entièrement innocentée. Chaque accusation de fraude contre elle a été rejetée une fois que la vérité sur le complot de Grant a été révélée. Mercer et associés, l'héritage que son père avait laissé, lui a été rendu après la fin de l'enquête. Mais au lieu de retourner la diriger elle-même, Ashlyn a choisi d'embaucher une équipe de gestion professionnelle et d'accepter le poste de directrice financière chez Kate Holdings. C'était sa propre décision, non pas parce que Harrison le lui avait demandé, mais parce qu'elle voulait repartir de zéro et construire une carrière avec ses propres capacités. Miles fréquentait maintenant l'une des meilleures écoles primaires de Chicago. Le garçon était toujours aussi calme et observateur, mais les sourires apparaissaient beaucoup plus souvent sur son visage maintenant. Il avait de vrais amis, des enfants qui jouaient au basket avec lui pendant la récréation et se disputaient avec lui au sujet de leurs livres préférés. Le petit carnet était toujours avec lui. Mais maintenant, au lieu d'enregistrer des choses suspectes sur les adultes, Miles le remplissait de bonnes choses. Des moments heureux avec sa mère, de bons repas, les fois où il obtenait de bonnes notes à l'école. Le carnet était devenu un journal de bonheur au lieu d'un journal de survie. Ce soir-là, Harrison a invité Ashlyn et Miles à dîner dans son penthouse. Le penthouse au dernier étage de l'immeuble Kate Holdings donnait sur tout Chicago avec des murs en verre du sol au plafond et un design minimaliste mais plus chaleureux qu'Ashlyn ne l'avait imaginé. La table à manger était dressée simplement avec 3 couverts et Harrison avait cuisiné le steak lui-même, ce qui a surpris Ashlyn plus qu'un peu. Ils se sont assis tous les 3 autour de la table et ont parlé de choses ordinaires, du travail d'Ashlyn, de l'école de Miles, d'un nouveau projet de Kate Holdings. Il n'y avait rien de lourd dans l'air, aucun fantôme du passé, seulement 3 personnes savourant un repas chaud ensemble. Alors que le dîner était presque terminé, Miles a soudainement posé sa fourchette et a regardé Harrison droit dans les yeux avec ses yeux bleus clairs. « Allez-vous rester avec nous? » Cette question a figé Harrison et Ashlyn. Harrison a regardé le garçon, puis Ashlyn, et pour la première fois, son visage a montré une réelle incertitude. Ashlyn a souri et a légèrement secoué la tête. « Tu lui as vraiment demandé ça directement? » Miles a haussé les épaules, ne voyant rien de mal à sa propre question. « Je n'aime pas tourner autour du pot. Les adultes tournent beaucoup autour du pot, et je ne comprends pas pourquoi. » Harrison est resté silencieux un long moment. Il a baissé les yeux sur le verre de vin dans sa main, puis sur la fenêtre où Chicago scintillait de lumière dans la nuit. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus douce que d'habitude, dépouillée de sa distance froide familière.
Je ne suis pas doué pour la famille, a-t-il admis. Je n'en ai jamais vraiment eu. Je ne sais pas comment faire. Miles a incliné la tête et a regardé Harrison avec une expression qu'Ashlyn a reconnue immédiatement. C'était l'expression du petit garçon qui avait observé le monde des adultes pendant des années, qui avait compris plus que n'importe quel enfant de 8 ans n'aurait dû comprendre. Ce n'est pas grave, a dit Miles, sa voix calme comme s'il commentait la météo. Ma mère t'apprendra. Ma mère est très douée pour la famille. Ashlyn a ri alors, et le son clair a rempli la pièce. Elle a regardé Harrison, et pour la première fois, elle l'a vu rire aussi. Pas le faible quasi-sourire qu'elle avait appris à connaître. Pas la légère traction au coin de sa bouche, mais un vrai sourire. Un qui adoucissait ses yeux gris acier et rendait les lignes nettes de son visage plus chaleureuses qu'elle ne les avait jamais vues. Ils n'ont rien dit de plus sur l'avenir cette nuit-là. Il n'y a eu aucune promesse, aucune grande déclaration. Mais quand ils se sont tenus tous les trois près de la fenêtre, regardant Chicago alors que la ville s'enfonçait plus profondément dans la nuit, Ashlyn a ressenti quelque chose. De la chaleur, un sentiment d'appartenance, le sentiment tranquille d'être aux côtés de sa famille. Dehors, la neige a commencé à tomber doucement. Des flocons blancs flottaient dans l'air et déposaient un fin voile sur les toits et les trottoirs. Mais cette fois, la neige n'était plus froide et effrayante comme elle l'avait été la nuit où sa vie avait touché le fond. Cette fois, elle était belle. Belle d'une manière qui semblait paisible et pleine d'espoir. Miles se tenait entre sa mère et Harrison, ses mains s'accrochant à eux deux. Ashlyn a baissé les yeux sur son fils, puis sur l'homme qui se tenait à côté d'elle, et elle a souri. Certaines personnes imaginent que le destin est quelque chose de déjà écrit. Ashlyn n'y croyait pas. Elle croyait que le destin était quelque chose que l'on réécrivait de ses propres mains, avec la force de continuer quand la vie vous poussait au bord de l'abîme, avec l'amour que vous donniez aux personnes que vous chérissiez le plus, et parfois avec le courage d'un garçon de 8 ans qui refusait d'abandonner, qui osait s'approcher d'un inconnu dans la neige et lui demander de l'aide. Pour la première fois depuis très longtemps, Ashlyn n'avait pas peur de demain, parce qu'elle savait que peu importe ce que demain pourrait apporter, elle n'était plus seule. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la pour que plus de gens puissent l'entendre aussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes que nous vous proposons chaque jour. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Quel personnage avez-vous le plus aimé? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce que vous avez sur le cœur, car nous aimerions vraiment avoir votre avis. Nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir pour le moment et on se retrouve dans la prochaine vidéo.